Bonsoir à tous. Je voudrais analyser avec vous l'arrêt que vient de rendre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant les informations qu'une compagnie d'assurance doit fournir aux souscripteurs d'une assurance vie et les conséquences qui sont attachées à ce défaut d'information. Donc c'est un arrêt qui, à mon sens, est très important puisqu'il, c'est le régime juridique en fait commun à toutes les assurances sur la vie. Donc, justement, revenons sur les faits de cet arrêt pour que vous compreniez en fait les conséquences drastiques que ça peut avoir, autant pour l'assureur que pour le souscripteur de l'assurance. Donc, vous avez là un particulier qui souscrit en fait une assurance en 2001, une assurance sur la vie, d'accord. Et en 2012, c'est-à-dire 11 ans après, elle utilise sa faculté de renonciation. Et elle demande donc à l'assureur de lui restituer l'intégralité de toutes les sommes qu'elle a payées pendant 11 ans, avec en plus le taux d'intérêt légal. Donc vous voyez que ça faisait une somme qui, en l'occurrence, faisait plus de 30 000 euros. Et vous voyez que c'est une solution qui est importante, surtout quand vous prenez une assurance vie avec pas mal de risques. Où justement vous n'avez pas de rendement garanti et donc éventuellement les fonds que vous allez verser, eh bien, ils vont en cas de crise financière diminuer. D'accord ? Donc vous voyez que cette faculté de renonciation qui est exercée par l'assuré, par le souscripteur, ça lui permet en fait d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées sans avoir à subir finalement l'aléa d'un placement financier risqué qu'elle aurait pu faire à travers son contrat d'assurance vie. Donc évidemment, l'assureur s'oppose à cette restitution. Et voyons ce que nous dit la Cour de cassation dans la solution qu'elle retient, qui est donc sous le moyen. Et là, on va faire un petit peu d'archéologie juridique, mais d'une certaine manière, j'ai vérifié en fait que la solution qu'a rendue la Cour de cassation, elle est toujours applicable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation, en fait, la première chose qu'elle nous dit, c'est qu'elle rend une solution au regard de l'article 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005. Autant dire, vous voyez, au regard d'un texte qui n'est plus forcément applicable aujourd'hui. Il est applicable à ce litige, mais il est plus forcément applicable aujourd'hui. Donc c'est important de tout de suite identifier dans ces cas-là si oui ou non la solution elle est toujours pérenne. Et parfois la Cour de cassation le mentionne, mais parfois elle se donne même pas ce mal-là. Donc voyons et allons voir brièvement dans le Code des assurances ce qu'il en est. Et vous allez voir que a priori c'est la solution qu'elle retient dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, elle est encore valable cette solution. Alors si on va dans le Code des assurances, en fait, tous les articles sur l'assurance sur la vie, vous voyez, c'est tous les articles 132.1 et suivants. Et vous avez notamment l'article 132.5.1 ainsi que l'article 132.5.2. Alors pourquoi je dis que ces deux articles nous intéressent alors que dans l'arrêt de la Cour de cassation, on ne mentionne que le premier, c'est qu'en réalité, en fait, ces articles, ils ont été... en 2007, en fait, l'article 132.5.1, il a été scindé en deux. Et ça, vous le voyez bien, en fait, quand vous allez donc sur Légifrance, et ça me permet de vous montrer un peu de comment fonctionne Légifrance, vous avez en fait sous chaque article un onglet version. Et un onglet, dans cet onglet version, vous allez notamment pouvoir même faire des comparaisons. Ici, voyez, si vous cliquez sur ce petit bouton comparer, vous allez donc pouvoir ainsi comparer deux versions du texte. La version qui est en vigueur et une version qui est antérieure. Et ça, c'est important parce que justement, là, en l'occurrence, la Cour de cassation nous dit qu'elle statue au regard de l'article 132.5.1 dans sa version qui est antérieure à 2005. Donc, prenons par exemple celle-ci. Et vous voyez que là apparaît en fait en rouge, en fait, plusieurs alinéas qui ne figurent plus dans l'article 132.5.1 actuel. D'accord ? Donc toute cette partie-là qui s'affiche devant vous, elle n'apparaît plus, et dorénavant le texte commence par toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement une évolution du texte qui laisse penser, à première vue, que la solution que retient la Cour de cassation, elle n'est valable qu'au regard de ce texte dans sa version applicable antérieure à 2005, donc c'est une solution qui finalement a une portée qui est moindre. Et en réalité,
Quand vous reprenez en fait tout ceci là, tout ce passage rouge qui a priori est supprimé de la version actuelle de l'article L132.5.1, eh bien vous vous rendez compte qu'elle a tout simplement été transférée à l'article suivant. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc si vous reprenez en fait toute cette partie-là, vous voyez que en fait tout le formalisme informatif, il est mentionné dorénavant ici. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, l'assureur remet au souscripteur, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Et il y a un arrêté, dont on va reparler après, que je vais vous montrer, qui détermine précisément les informations qui doivent figurer sur cette note. Et dorénavant, c'est un peu la nouveauté, en fait, c'est que cette notice d'information, en fait, elle peut figurer dans le contrat lui-même, dans un encadré qui est inséré au début de la proposition d'assurance. Et cet encadré, vous voyez, il indique toute une série d'informations qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie. Et cet encadré, d'accord, toutes les informations qui sont mentionnées dedans le sont de manière limitative, d'accord. Le contenu, en fait, il est entièrement pré-rédigé par le ministre de l'économie. Alors, et donc vous voyez que si on compare avec l'ancien article 132.5.1, eh bien en fait, vous aviez en fait tout ce formalisme informatif y figurait à l'époque, dans l'article 132.5.1. Donc vous voyez qu'il y a juste en fait le code de ce qui arrive parfois en fait, on va scinder un texte en 2 articles pour dire exactement la même chose, mais on pense que c'est plus pédagogique de le mettre dans 2 articles différents. Et cet arrêté en fait, il est important. On le retrouve en fait dans la partie non pas réglementaire. Dans la partie réglementaire, vous avez aussi toute une série d'articles en fait sur l'assurance sur la vie, mais dans la partie en fait des arrêtés, donc c'est la partie A, A132, etc. Et vous avez notamment une annexe que vous trouverez sous cette vidéo. Et dans cette annexe, vous avez exactement en fait cette notice d'information, cette note d'information. Et dans la note d'information, on vous parle notamment, et c'est ça qui va nous intéresser par la suite, de ce fameux rendement minimum garanti et participation. Et on vous dit bien que dans l'encadré dorénavant, dans la notice d'information auparavant, on doit bien mentionner s'il y a un taux d'intérêt garanti et quelle est la durée de cette garantie. D'accord ? Et notamment aussi les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Revenons-en à notre arrêt, parce que vous allez voir que tout se tient. Donc la Cour de cassation nous rappelle d'abord quel est ce qu'il y a dans cet article 132.5.1, et on vous dit bien qu'on doit impérativement mettre un projet de lettre qui est destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rénonciation, et que si on ne remet pas cette lettre et ce récépissé, et cette notice d'information, eh bien en fait, à défaut de remettre ces documents, eh bien le délai pour renoncer au contrat d'assurance, il est prorogé jusqu'au jour où ces documents sont effectivement remis. Et là, vous voyez qu'ils n'ont pas été remis au souscripteur en 2001, ils ne lui ont jamais été remis, ce qui fait qu'en 2012, elle a pu parfaitement renoncer à la souscription de son assurance vie. Et le délai, en fait, n'était pas trop tardif, malgré l'écoulement d'un délai de 12 ans. Dès lors qu'elle n'avait jamais reçu cette information sur les modalités de renonciation, elle pouvait donc toujours le faire. Et parmi les informations qui doivent être portées à la connaissance du souscripteur, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, la Cour de cassation nous dit, c'est dans l'article A132.4 du même code, c'est l'annexe que je vous ai montré, et dans cette annexe, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle bien du rendement minimum garanti et de la participation. Et pendant très longtemps, en fait, les compagnies d'assurance, elles vendaient des produits d'assurance vie avec un rendement garanti. D'accord ? Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation nous dit bien, eh bien, cette information, d'accord, sur le rendement garanti, ça doit être porté à la connaissance du souscripteur, quand bien même il n'y aurait aucun intérêt garanti. C'est-à-dire que si
l'assureur y garantit un intérêt, eh bien ça doit faire partie des mentions qui sont portées à la connaissance du souscripteur, mais si l'assureur ne garantit rien, il doit également, d'accord, il doit également informer l'assuré que, eh bien, il n'y aura aucun rendement garanti et que donc éventuellement c'est un placement à risque et qu'il peut y avoir un risque de perte si jamais il y a un effondrement boursier. Voilà. Et voilà, c'est ce que nous dit là. L'assureur, d'accord, doit mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt ou aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction, etc. D'accord ? Parce que ça, en fait, ces informations sur le taux garanti, ça fait effectivement partie de ce qui permet d'éclairer le consentement du souscripteur et qui lui permet, nous dit la Cour de cassation, d'apprécier la compétitivité de ce placement et les risques inhérents à l'investissement qui est envisagé. Donc vous voyez, c'est un arrêt qui est extrêmement important parce que comme les documents qui ont été remis lors de la souscription ne comprenaient pas en fait ces informations relatives au taux d'intérêt, eh bien le souscripteur donc, a pu se désengager, a pu renoncer à ce contrat d'assurance vie 12 ans après, et l'assureur a été obligé de lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées pendant ces 11 ans, avec en plus l'intérêt légal. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui me semble extrêmement important, qui va donc faire peser sur l'assureur une obligation d'information très précise, qui est d'ailleurs quasiment vous voyez, rédigée de bout en bout par le ministère de l'économie, dans le fameux encadré qui figure dorénavant dans les propositions de contrat, mais qui devait dès l'époque, dès les années 2000, qui figurait déjà sur les notices d'information qui étaient remises lors de la souscription de l'assurance vie. Donc ça c'est très important et c'est à l'assureur de rapporter la preuve de l'information qu'il a fournie à l'assuré. Donc vous voyez, c'est une charge de la preuve qui pèsera sur la compagnie d'assurance, faute de quoi eh bien, l'assuré peut parfaitement renoncer sans condition de délai, vous voyez, sans prescription à ce contrat d'assurance. Je vous remercie pour votre écoute et puis vous retrouverez toutes les références évidemment sous cette vidéo. À bientôt.